Bonjour. Oui, en effet, juste pour commencer là-dessus, donc je suis Catherine Experton de l'ITAB, et à l'ITAB, on travaille sur le sujet des plantes depuis très longtemps. En effet, le cahier des charges de l'agriculture biologique recommande d'abord des pratiques adaptées pour renforcer la prévention des élevages, mais aussi de façon prioritaire d'utiliser l'homéopathie, l'aromathérapie ou les oligo-éléments. Donc, voilà pourquoi on travaille sur ce sujet-là particulièrement à l'ITAB. Alors moi, mon intervention, elle va être un peu très complémentaire de ce qui a été fait avant par Géraldine. Donc mon intervention va être complémentaire et moi, je vais plutôt intervenir à faire un zoom sur une partie dont elle a parlé, qui est la zone grise. Et puis mon intervention va aussi compléter ce qui a été dit tout à l'heure par le professeur Jalbert sur l'usage des plantes en santé animale. Quel est le cadre réglementaire ? Alors, à la fois, quel est le cadre réglementaire pour l'usage des plantes en santé animale ? Ce cadre réglementaire, nous, on l'a croisé avec un état des lieux des usages de plantes en volaille de chair bio. Et le croisement des deux montre des difficultés, des impasses pour pouvoir utiliser les plantes en santé animale dans un cadre réglementaire facilité. D'où l'intérêt de conduire des travaux à la fois soit pour faire évoluer la réglementation si nécessaire, soit pour acquérir des références sur l'efficacité et l'innocuité des produits. Alors d'abord, voilà, très rapidement, un contexte, les plantes sur le terrain, elles sont utilisées de façon très diverse, que ce soit de façon fraîche, séchée, macérat, extrait de plantes, dont on parlait tout à l'heure, et huile essentielle. Et il y a des utilisations qui sont diverses. Donc, en fonction des utilisations qui sont faites des plantes, donc ça peut être de la cosmétique, ça peut être des biocides, ça peut être immunostimulant, ce dont on va sûrement beaucoup plus parler aujourd'hui. Ça peut être métabolique, ça peut être pour des corrections de carences. Je vais passer rapidement là-dessus. On les utilise, comme il a été dit, soit en préventif, soit en curatif, soit de façon alimentaire, comme ça a été dit précédemment, et on peut donc les utiliser aussi à des fins diverses, et en fonction du type d'utilisation qu'on fait de ces plantes, on a différentes réglementations. Donc Géraldine a vraiment bien présenté la partie alimentaire, et moi je vais développer plutôt la partie soignée. Donc si on utilise des plantes pour soigner, non pas à une fin alimentaire, alors j'ai repris un extrait de ce qui signifie soigner, c'est-à-dire si on administre en vue de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez les animaux, on rentre dans le cadre d'une allégation thérapeutique. Et donc, le statut réglementaire qui est appliqué au fait de soigner, on rentre dans le champ du médicament vétérinaire. Donc, lorsqu'on utilise des plantes pour soigner, avec une allégation thérapeutique, on rentre dans le champ du médicament vétérinaire, ce qui veut dire que les plantes, pour être utilisées, il faut qu'il y ait une prescription, un diagnostic, une prescription. Une prescription soit de médicaments, soit de spécialités pharmaceutiques, dans le cadre par exemple, de préparation magistrale, mais aussi, quand c'est des vétérinaires qui les utilisent, et les produits qu'ils utilisent à base de plantes, ces plantes doivent elles aussi avoir un statut. Elles doivent soit avoir une AMM, une autorisation de mise sur le marché, soit, comme ça a été dit tout à l'heure par le professeur Jalbert, avoir un statut de limite maximale de résidus, je vais y revenir, soit avoir une AMM allégée. Donc, la notion de LMR, limite maximale de résidus, si on est deux intervenants à en parler, c'est que c'est une notion importante, puisque toute substance pharmacologiquement active destinée aux animaux, une fois que les animaux sont destinés à la consommation humaine, doit avoir fait l'objet d'une évaluation des risques de résidus. Et ça renvoie à une réglementation, cette réglementation des LMR. C'est un système de tableaux, avec un tableau 1 qui autorise des substances, un tableau 2 qui les interdit, et puis une liste out of scope qui reprend des substances naturellement présentes dans l'organisme, donc des produits autorisés. Ce qui va nous intéresser, c'est le tableau 2, ce qui veut dire que c'est des plantes qui sont des substances interdites parce qu'il y a des risques de résidus importants.
Et ce qui va nous intéresser, c'est les plantes qui sont au tableau 1 pour pouvoir être utilisées en santé animale. Sauf qu'aujourd'hui, quand on épluche ces réglementations, il y a très peu de plantes qui sont dans le tableau 1 et qui donc du coup peuvent être utilisées. Donc on a une absence de statut de l'ANMR pour la majorité des plantes pour la santé des élevages. 50 plantes sont inscrites dans ce tableau-là. Or, entre différentes sources, on en identifie entre 250 et 300 d'utilité en élevage. Donc, très peu de plantes ont un statut réglementaire qui leur permet d'être utilisées dans le cadre de la santé. Et généralement, ils vont être utilisés par un autre biais sans allégation thérapeutique dans une partie aliments complémentaires ou registre de l'additif. Ce qui est difficile aussi par rapport aux plantes, c'est que souvent une LMR, c'est des travaux qui sont menés pour une substance, une espèce ou un tissu. Or, une plante a plusieurs substances, donc ça rend compliqué aussi de travailler dans ce cadre des LMR. Et enfin, il existe aussi quelques produits, mais ils ne sont que 8, qui ont une AMM, donc un nombre très restreint de médicaments à base de plantes avec une AMM. Donc le message, c'est que peu de plantes inscrites dans le tableau 1, donc autorisées, et peu de médicaments avec AMM. Ça, c'est juste pour bien réinsister sur tout ce qui vient d'être dit. Donc s'il y a une allégation thérapeutique, la plante, elle rentre dans le statut du médicament vétérinaire. S'il n'y a pas d'allégation thérapeutique, c'est le statut de l'aliment, ce qu'a présenté Géraldine tout à l'heure. Alors, c'est compliqué parce que du coup, donc bon, pour illustrer ce que j'essaye de dire, c'est juste pour montrer, on avait fait un projet qui s'appelait Synergie pour la santé des élevages de volailles, de chair bio, au cours duquel on avait demandé aux éleveurs quelles étaient leurs pratiques. On a été creusé sur leurs pratiques d'élevage et qu'est-ce qu'ils utilisaient comme produit. Et notamment, par exemple, donc là c'est un exemple pour illustrer, ils utilisaient du thym saturéoïde et puis de l'eucalyptus citriodora pour éviter des problèmes de taux. Sauf qu'aujourd'hui, si on analyse quand ils font ça, je ne rentre pas dans la partie est-ce qu'ils ont bien fait ou pas d'utiliser pour des questions de taux, mais le thym saturéoïde, il n'a pas de statut, il n'est pas dans le tableau 1 des LMR, ni dans le 2, tant mieux parce que dans le 2, il aurait fallu l'exclure. Il n'est pas dans le registre des additifs pour les animaux. Pourtant, il est présent dans la liste des compléments alimentaires pour l'homme. Donc, d'un côté, on ne peut pas l'utiliser, et d'un côté, il est quand même utilisé dans les compléments alimentaires pour hommes. Pareil pour Eucalyptus, sans rentrer dans les détails, il n'a pas de statut de LMR, mais il a un statut dans la liste des additifs, donc il peut être utilisé dans l'alimentation animale, et il est aussi utilisé en liste des compléments alimentaires pour l'homme. Alors, si je creuse, comme je disais tout à l'heure, cette deuxième partie de quels sont les usages, dans ce projet dont je parlais à l'instant, qui est un CASDAR Synergie pour la santé des élevages bio, on a fait un état des lieux assez fin sur tous les produits qui étaient utilisés par les éleveurs. Et il y a eu une analyse des notices il y a eu donc un détail de voir la composition de ces produits. Donc il y a eu 85 lots de volailles de chair bio, c'est mon domaine, mais qui ont été suivis, un détail sur les produits utilisés, et ces produits ont été classés en fonction de leur composition. Donc sur les 85 lots, il y avait 62 produits différents utilisés pour 203 usages recensés possibles. Donc ils ont été classés, est-ce que c'était plutôt des extraits de plantes, de l'aromathérapie, de l'homéopathie, des oligo-éléments, etc. En les classant, ce n'était pas un exercice facile parce qu'il y a beaucoup de produits qui ont un peu de tout. Sur ces 62 produits, ce qui ressortait, c'était que l'aromathérapie était utilisée dans un peu plus de 48% des cas, donc une forte utilisation de l'aromathérapie. Et si on rajoute les extraits de plantes, c'est peut-être pas très visible, donc l'aromathérapie, c'est la première colonne, et la troisième colonne, c'est les extraits de plantes, et si on additionne les deux, ça signifie que 75,8% des produits sont composés d'aromathérapie et d'extraits de plantes. Enfin, l'autre message qui était important, c'est que sur ces 85 élevages, enfin 85 lots, puisque c'était l'unité épidémiologique qui avait été analysée par
C'était un travail avec l'ANSES. 15 lots n'utilisaient aucun produit. Beaucoup en utilisaient en préventif. 79% des cas, c'était en préventif. Donc le préventif, c'est les petites colonnes bleues qu'on voit sur le graphe. Et 21% en utilisaient en curatif. Et c'est là où on voit qu'on est dans une impasse, parce que finalement, cette utilisation curative, elle est faite par des éleveurs qui ne savaient pas dans quel cadre réglementaire ils étaient, et pas forcément dans un cadre facilité en termes d'usage. Donc, pour revenir quand même, pour finir là, donc à partir de ces usages et cette réglementation, on se trouve face à des difficultés d'analyse et de pouvoir utiliser facilement les plantes pour soigner les animaux. Par rapport à ça, il y a du coup beaucoup de travaux qui sont en cours, que ce soit des travaux réglementaires pour faire progresser la réglementation, mais aussi des travaux pour acquérir des références dont on a bien besoin pour progresser sur l'efficacité et l'innocuité, puisque c'est une préoccupation forte, l'innocuité, pour assurer le consommateur. Alors, rapidement, les travaux qui ont été faits, qui nous permettent aujourd'hui d'avancer, certains ont été déjà prononcés tout à l'heure en introduction. Il y avait en effet c'est pas exhaustif, j'ai pris les plus récents, qui impactaient une meilleure connaissance de tout ce qui se passe autour de l'usage des plantes en santé animale. Donc, il y a eu le rapport de l'ANSES en février 2016 sur l'évaluation des demandes d'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire à base de plantes. Donc là, c'était dans un souci de se dire, plutôt qu'à faire une AMM, faisons une AMM allégée, qui permettrait de faciliter et d'aller un petit peu plus vite pour donner un statut aux plantes qui sont utilisées en santé. Mais ça a été dit tout à l'heure, peu de publications scientifiques avec un niveau de preuve élevé étaient suffisantes, d'où l'intérêt de trouver d'autres méthodes pour caractériser les plantes. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Un deuxième rapport de l'ANSES en février 2018, c'était sur l'état des lieux des alternatives aux antibiotiques. Est-ce que les plantes peuvent être des alternatives? Entre autres, il y avait cet aspect-là dans le rapport. Et ce rapport concluait que ce que je viens de dire, ce qu'on vient d'essayer de montrer ce matin, il y a une pluralité de statuts réglementaires qui rend difficile de savoir dans quel cadre c'est utilisé, et le besoin d'amorcer une réflexion pour évoluer sur un plan réglementaire au niveau européen. Donc à partir de là, il y a des groupes de travail qui sont pilotés par la DGL et la NMV sur la phytothérapie, à laquelle on est associé, et qui essayent de travailler sur ce contexte européen et sur comment la zone grise dont parlait tout à l'heure Géraldine, comment on essaye de la rendre un peu moins grise et de lui mettre un peu plus de couleur pour être plus lisible dans l'usage des plantes en santé animale. Il y a aussi le plan éco-antibio qui a été cité tout à l'heure, et donc il y a des travaux en cours sur des listes de plantes avec un réseau repasse. Sur la partie bio, c'est le seul moment où j'en mettrai un mot, il y a le plan Ambition Bio, qui recommande en effet de travailler sur la partie réglementaire, parce que d'un côté, on a la réglementation bio qui dit on vous encourage à utiliser des plantes, au moins en première intention, pour soulager ou soigner vos animaux, et d'un autre côté, une réglementation qui rend difficile de pouvoir le faire. Des projets de recherche et de développement aussi, qui sont nombreux, qui ne sont pas assez nombreux, en fait, c'est plutôt ça qu'il faut que je dise. Donc, des projets de recherche et développement pour essayer de mieux connaître à la fois les plantes, comment on les caractérise, quelles sont les modalités d'usage, et puis bien sûr l'efficacité et surtout l'innocuité qui est mise en avant. Donc là, j'ai listé ces projets-là, et je vous invite, je pense, à aller sur Internet, ils sont répertoriés. Beaucoup de projets quand même en ruminants, et puis le PUI Pays de Loire qui travaille aussi sur les volailles. J'ai voulu aussi soulever le fait qu'avec l'INRA, il y a eu un groupe de travail au sein du méta-programme GISA sur la santé des élevages bio, et il y avait eu une journée de travail sur les formes d'expérimentation. Quelles formes d'expérimentation pour étudier les effets des huiles essentielles en élevage? Donc là, pareil, des références sur Internet, et en tout cas, ça permettait de travailler les aspects méthodologiques, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de savoirs qui sont empiriques et qui sont en ferme. Donc, comment on fait pour les collecter? Pour finir, juste rapidement, on travaille aussi, donc dans les travaux qui sont menés, à l'ITAB, on travaille avec un collectif qui s'est monté, donc qui s'appelle Plantes en élevage. Il y a la référence de cité où vous pouvez trouver plus de détails.
C'est un collectif où il y a vraiment différents types d'expertise, différentes façons de travailler. Il y a à la fois des organisations associatives d'accompagnement sur le terrain, des instituts techniques, des praticiens vétérinaires, des botanistes, et puis aussi des structures économiques. Et on travaille tous ensemble avec nos complémentarités. Donc nous, les instituts techniques, on est plutôt là pour essayer d'objectiver, caractériser. Et puis, les autres groupes apportent leur savoir, leurs besoins et des savoirs empiriques. Donc, à partir de tous ces savoirs empiriques et donc de ces expertises qui se sont développées depuis longtemps sur le terrain, que ce soit par des éleveurs, des botanistes ou des vétérinaires, on a créé, nous aussi, une liste qu'on est en train de discuter, à la fois avec le réseau Repas, mais aussi avec la DGAL. Donc, cette liste de plantes, à dire d'experts, elle rejoint la réflexion que vous aviez à l'AFCASIAL de dire il y a des usages alimentaires chez l'homme. Est-ce que nous, on considère que souvent ces plantes-là peuvent être utilisées aussi en santé animale, donc qu'elles soient pour l'homme ou pour l'animal. Et puis, il y a des facteurs d'exclusion, ils ont été listés tout à l'heure. On a enlevé toutes les plantes toxiques, ça a été un gros boulot aussi avec l'appui de l'ITEPMAI de dire quelles sont les listes qui sont sur la liste B de la pharmaco française, on les exclut, toutes ces plantes toxiques. On s'est inspiré de travaux aussi qui se sont faits au Canada pour travailler ces listes. Au Canada, ils ont travaillé sur des plantes utilisables en élevage, en dehors du cadre du médicament vétérinaire, ce qui est l'objectif de ces listes-là, et qui enlèvent aussi les plantes toxiques. Donc il y a eu tout un travail et qui a été porté par en plus des acteurs de l'agriculture biologique aussi au Canada. L'objectif de ces listes, même si elles sont à dire d'experts et de façon empirique, c'est vraiment des expertises de terrain, voire plus, qu'on confronte en permanence dès qu'il y a des travaux de recherche, mais pour dire qu'il y a vraiment un souci de garantir que ce soit sans risque pour le consommateur. Et peut-être pour finir sur la partie un peu plus réglementaire, où on essaye de faire en sorte que cette liste de plantes ne soit pas raisonnée comme des médicaments de synthèse, et qu'elles puissent être utilisées comme d'autres plantes dans la chaîne alimentaire. Donc on propose que ce soit des préparations naturelles peu préoccupantes. On fait le parallèle avec ce qui se passe un peu en végétal. On pourrait se poser la même question. Le purin d'ortie étant symbolique sur les PNPP. Donc là, on est dans ce type de réflexion où on propose un cadre juridique qui permettrait d'aller sur la zone grise entre le complément alimentaire et le médicament vétérinaire, pour pouvoir éviter d'être dans le complément alimentaire pour pouvoir soigner sans le dire. Et c'est pas bien évidemment pas contradictoire avec d'autres façons d'homologuer, comme les dossiers AMM. Voilà, merci.